on parle bien ici de financement d'entreprise, de levée de fonds, de valorisation du process d'ingénierie financière. Rappelez-vous, j'espère que tout le monde se souvient de ce diagramme. Je ne pense pas, donc je vais quand même le reprendre parce qu'il est essentiel dans l'appréciation de tout un tas de choses, notamment les éléments liés à la valorisation d'entreprise. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, je rappelle, vous êtes aujourd'hui ici dans la partie capital risque, innovation, création. Mais il faut toujours avoir effectivement la perspective de ce qui se passe dans le cycle de vie d'une entreprise, puisqu'on est comme dans le cycle de vie d'un produit. Il y a un lancement, une création, un développement, et puis une maturité qui se produit avec éventuellement une mort du produit ou un redéploiement du produit. Donc, c'est pareil pour les entreprises. En sachant que par rapport à ces stades de développement, aujourd'hui, il existe tout un tas d'acteurs capables de financer ces projets-là, qu'ils soient au démarrage, en développement ou en transmission. Ce qui est important de comprendre, c'est que puisqu'on fait le lien là avec les aspects de valorisation qu'on va évoquer tout à l'heure, il faut avant tout comprendre le rendement attendu des acteurs sur chacun de ces segments, puisqu'un investisseur va entrer au capital d'une entreprise pour attendre un rendement. Alors, le premier élément qu'on peut évoquer, c'est que justement, il ne vous contraint pas à ce rendement. Ça, c'est le premier paradoxe qu'il faut gérer, parce que j'entends souvent des chefs d'entreprise me dire « Ah oui, mais alors ils exigent le rendement de temps. » Oui, ils en attendent, mais ils prennent leurs risques surtout par rapport à leur métier d'investisseur. C'est-à-dire qu'on est dans une logique totalement différente de celle du banquier. Le banquier, lui, va vous aider financièrement dans l'optique de sécuriser la mise de fonds qu'il vous accorde, en fait. Donc, il va prendre tout un tas de précautions, des cautions, des garanties. Il va surtout vouloir que votre projet soit d'emblée rentable, dégage du cash flow, etc. L'investisseur, lui, c'est complètement différent. Il vient ici pour prendre du risque. Enfin, il vient ici pour faire de la plus-value. Et donc, pour faire le lien avec la dernière séance où je vous disais de façon un peu provocatrice, le rôle d'un banquier, c'est de ne pas prendre de risques et il n'est pas payé pour ça. On est complètement là-dedans. Donc, ne voyez pas les banquiers de la même façon que vous voyez les investisseurs. Ce sont deux choses complètement différentes et ils attendent des choses différentes. Donc, le banquier va attendre une sécurisation de votre projet. L'investisseur va attendre, pour faire simple, de faire une culbute, passez-moi le terme un peu trivial, une culbute très significative dès lors qu'il va revendre ses parts. Alors, je vais essayer un peu d'interaction, on va voir si ça marche. Donc, est-ce que vous avez retenu quel est le montant de la culbute qu'attend un investisseur lorsqu'il revend ses parts? Est-ce que quelqu'un peut s'exprimer sur le sujet ou est-ce que je continue un monologue un petit peu fastidieux? Est-ce que quelqu'un a une idée? Bonjour à tous. Moi, juste avoir un peu pourquoi le banquier n'a pas la même vision que le fonds d'investissement. Au fond, ce qui compte pour les deux, c'est gagner de l'argent, beaucoup d'argent, à terme. Le banquier, lui, il raisonne très différemment. D'abord, le banquier, sa rémunération n'a rien à voir, en fait. Aujourd'hui, vous voyez les taux d'intérêt, on va dire, aux alentours de 1 à 1,5. C'est pas comme ça qu'il va se rémunérer sur la masse, sur une masse d'emprunts souscrits. Et lui, ce taux de rémunération-là, il est très faible. Donc, il est obligé d'avoir de la masse et il est obligé d'avoir des garanties. S'il commence à prendre des risques très importants sans avoir une rémunération associée, il ne va pas y aller, quoi. Oui, en fait, vous parlez du prêt bancaire et pas des fonds d'investissement des banques. Ah non, pas du tout. Ah oui, je suis arrivé un peu en retard, excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard.
Pardon, merci. Oui, oui, mais là, j'ai compris alors. Voilà. Donc, le fonds d'investissement, lui, en revanche, c'était le sens de ma question, là où un banquier va gagner, entre guillemets, entre 1 et 2%, pour faire simple, Oui. quel est le rendement annuel attendu par un investisseur financier à votre stade de développement, c'est-à-dire en capital risque, amorçage, développement? Des croissances à 2 chiffres, non? Alors, le rendement attendu, c'est le taux, comme c'est l'équivalent du 1 à 5, ouais. Donc, Ça doit par être an, par an, hein. 10-12%. Mhm. D'autres ont un avis ou une expérience? Alors, C'est pas d'expérience, mais j'aurais dit genre 30 à 50%, non? Il attend vraiment un retour massif, au moins les premiers temps. ben, on va dire que certaines entreprises, enfin, une entreprise sur 10 va récupérer tout le cash qu'il va y avoir sur 10 investissements. Donc, on peut dire qu'il peut y avoir une attente de 5 à 10% de rentabilité sur la globalité des investissements, non? Oui, Supérieur à un placement sans risque, bien évidemment, bien supérieur. voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est Johan, je crois, vous avez tout à fait raison. Dans un fonds d'investissement qui est censé, donc, capital risque, capital amorçage, tels que ceux que vous serez peut-être amené à fréquenter ou à côtoyer, ce sont des gens qui, sur 100 dossiers, vont en instruire 10 déjà. Donc, il y a une sélectivité assez forte au démarrage. Et sur les 10, ils vont en investir qu'un. Donc ça, c'est très important de comprendre ça parce que ça matérialise aussi toute la difficulté, pardon, je sais pas ce que je fais, toute la difficulté de rentrer dans leur case en fait pour avoir un business model ou un profil de société ou de développement qui correspond à leurs attentes. Parce qu'il y a bien deux choses. Il y a vous attendez un certain nombre de choses d'un investisseur, mais l'investisseur, de la même façon, il va attendre un certain nombre de choses de vous. Et là-dedans, donc, il y a un taux de sélectivité très fort. Et comme disait Johan, du coup, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie au bout de 7 ans, qui est la durée de fin du fonds, on va dire? Grosso modo, il y en a 50% qui vont dans le mur. Donc, ça veut dire qu'il y a 50% des boîtes qui sont en défaillance, parce que, évidemment, on est sur des processus de création d'entreprises innovantes et qu'on est dans des processus risqués. Et puis, sur les 5 sur 10 qui restent, il y en a 3 où les investisseurs restent, entre guillemets, collés. Qu'est-ce que ça veut dire, rester collé? Ça veut dire que l'investisseur n'arrive pas à revendre ses titres. Et donc, s'il n'arrive pas à revendre ses titres, ça veut également dire qu'il n'arrive pas à faire de plus-value et à rendre liquide son investissement. Et donc, s'il fait que ça, il est mort, en gros. Puisque, je rappelle, un investisseur, quel qu'il soit, s'il rentre au capital de votre structure, c'est avant tout pour en sortir. Qu'il soit business angels ou autre. Donc, lui, son problème, ça va être effectivement de vendre ses titres. S'il n'arrive pas, et là, c'est le cas de 20 à 30% du portefeuille de ce genre d'acteurs, s'il n'y arrive pas, il est effectivement en situation délicate. Et puis, sur les 2 ou 3 participations qui restent, sur les 10, il y en a, on va dire, si on part du principe qu'il en reste 3 où il se passe quelque chose, il y en a 2 sur lesquels il arrive à revendre ses titres dans des conditions à peu près honorables. Et puis, il y en a une sur laquelle il fait un méga jackpot. Alors, le méga jackpot, ça peut être x10, ça peut être x20, x30, x50, x100. Et c'est cet investissement-là, donc 10%, 1 pour 10, qui va tirer l'ensemble de la rentabilité du fonds d'investissement. D'accord? Ce qui veut dire que dans la stratégie et leur angle d'attaque, ils attendent, entre guillemets, des projets qui vont potentiellement, je dis bien potentiellement, leur rapporter entre 35 et 50% de rendement par an. Donc, on n'était pas très loin de ce que disait
Elisabeth, je crois, en sachant que dès lors qu'on est en amorçage, c'est-à-dire qu'on est encore au stade amont, hein, donc on est ici, on n'est pas encore dans le capital risque. L'amorçage, c'est la définition technique, c'est 0 de chiffre d'affaires. Ces rendements attendus peuvent atteindre 50 à 70% par an. Donc là, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Eh bien, si, c'est votre problème, justement. C'est un de vos problèmes, c'est de savoir si vous avez un projet qui est en adéquation avec les attentes de ces investisseurs. Puisque c'est bien ça le sujet. Ça ne sert à rien d'aller les voir si vous avez un projet qui n'est pas en attente avec ce qu'ils attendent. Ce qui veut dire derrière que dans votre profil de développement et dans le profil de votre plan d'affaires et de votre business plan, si vous n'avez pas un projet qui permet de donner une perspective de plus-value au travers des chiffres prévisionnels que vous présentez, une perspective de plus-value qui donne à l'investisseur l'espoir de gagner ce rendement-là, et ben votre dossier n'est même pas ouvert, entre guillemets. Hein. C'est un peu… mettez-vous à la place de l'investisseur, en fait, dans ces cas-là. Ils reçoivent sur 100 dossiers, ils en instruisent que 10. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent le dossier, ils regardent brièvement l'exécutif summary, ils regardent les chiffres clés et déjà, ils se disent bah, ça rentre ou pas dans la case. Ils ne cherchent même pas à comprendre parce qu'ils en reçoivent trop. Donc, ça veut dire que dans le marketing financier de votre dossier, dans la présentation de votre dossier, dans la structuration amont de votre dossier, vous devez être particulièrement vigilant sur ces aspects-là. C'est-à-dire quand vous allez envoyer votre première executive summary, il faut que les chiffres ils correspondent à ce qu'ils attendent. Ce qui veut dire concrètement que si vous avez des prévisionnels qui sont tout à fait louables par ailleurs, de dire voilà, je fais des prévisions et mes prévisions me donnent 10% de croissance par an, 10% de croissance rentable par an. Il y a beaucoup de sociétés qui aimeraient bien avoir 10% de croissance rentable par an. Mais ce genre de profil, quelle que soit la qualité de votre dossier, ça n'intéressera pas les investisseurs. Donc, ils ne regarderont même pas le dossier. D'accord? Donc, ça veut dire que dans l'articulation de votre business plan, vous allez devoir vous mettre en situation justement de dire de combien j'ai besoin en termes de fonds pour répondre au mieux à l'appel d'air du marché compte tenu de mes avantages concurrentiels. Donc, on va faire le truc à l'envers. Ça serait, dans un monde idéal, qu'est-ce que l'appel d'air du marché me permettrait de faire et combien, du coup, ça nécessiterait de fonds. Et évidemment, on va construire les prévisions financières sur la base de ces fonds qui permettent une certaine explosivité en termes de développement. Ce qui, derrière, va donner normalement des prévisionnels qui devraient être en cohérence avec le profil de rendement attendu par l'investisseur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que ça, c'est un point très important. Hein. C'est vraiment un des points essentiels. Des questions, non? Vous m'entendez? Non. Allô? Quelque part, ça veut dire qu'il faut être ambitieux dès le départ, quoi. Absolument. Et que le marché nous donne la possibilité d'être ambitieux. Tout à fait. On va voir tout à l'heure qu'il n'y a jamais eu autant de fonds pour financer l'innovation et la création d'entreprises. Vous êtes dans un monde, alors ça paraît bizarre de le dire là maintenant, en ce moment où c'est pas terrible, mais vous êtes dans un monde qui n'a jamais existé en termes de financement. Oui. Donc, raison de plus pour pas se rater, entre guillemets, parce que le problème qu'on verra dans la partie process, c'est qu'en réalité, il faut être prêt d'emblée. Vous pouvez pas vous permettre de dire, bah, tiens, je vais voir un fonds d'investissement pour voir ce que ça donne. Tiens, je vais en voir un autre pour voir ce que ça donne. Non, il faut avoir vraiment une action en amont de structuration de son plan de développement, de son business, de ses prévisionnels pour rentrer tout de suite dans les cases. Si on n'est pas dans les cases,
eh ben, on prend fortement le risque de griller le dossier. Hein. D'autres questions? Alors, si on veut continuer, le capital développement, du coup, le rendement attendu, donc le capital développement, je rappelle, hein, même si ce n'est pas le sujet du jour, mais vous êtes obligé d'avoir la perspective de ce qui va se passer plus tard. Le capital développement, c'est des fonds d'investissement qui financent des boîtes qui font déjà du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Donc, on a déjà un modèle économique avéré, on a déjà un modèle économique rentable, on a déjà du chiffre d'affaires suffisant. Donc, c'est l'étape d'après du capital risque. Sur le capital développement aujourd'hui, un investisseur attend entre, on va dire, 12 et 17% de rendement par an. D'accord? Et sur la transmission, j'en parle pas aujourd'hui, mais c'est l'essentiel du marché du capital investissement, c'est 3/4 quasiment de ce marché-là. Les rendements attendus sont beaucoup plus forts parce qu'on fait des montages financiers avec des effets de levier dans le cadre de LBO. Ça, on verra plus tard si ça intéresse certains que j'en parle, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, tout ça veut dire que vous êtes obligé dans votre prévisionnel, lorsque vous allez finalement construire votre plan de financement, vous allez être obligé de prévoir ce qui va se passer dans les 5 ans qui viennent. C'est là-dessus, c'est la promesse stratégique que vous avez présentée à un investisseur qui va emporter l'adhésion. Et donc, du coup, il va y avoir des opérations financières intercalaires. Et toutes ces opérations-là vont avoir une importance au regard de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le rendement attendu par l'investisseur. Alors, c'est moins évident parce que j'aurais eu un paperboard, ça aurait été plus simple. Mais je vais essayer de l'illustrer. Mettez-vous à la place de l'investisseur qui vient vous financer en capital risque. On lui dit 2 ans après qu'il y a eu un autre tour de financement, c'est-à-dire qu'on a besoin à nouveau de lever des fonds. Si votre prévisionnel positionne cette levée de fonds avec un niveau de valorisation inférieur, s'il y en a qui sont largués, là, il faut me le dire, à un niveau de valorisation inférieur à celui qui aurait en théorie été atteint avec le rendement attendu sur 2 ans par rapport à son prix d'entrée, il n'ira pas. Parce qu'il va se dire, si j'investis maintenant, j'attends un rendement de 30% ou de 50%. Si je suis seulement à 10, ça veut dire que l'opération que je vais faire dans 2 ans, enfin que les autres investisseurs qui vont prendre le relais vont faire dans 2 ans, je vais me faire diluer. Tout le monde a la vision de la dilution, relution, etc. Ce sont des termes qui vous parlent. Oui? Non? Pas spécialement. D'accord. La dilution, c'est le pourcentage que vous accordez à l'investisseur en contrepartie le pourcentage du capital que vous accordez à l'investisseur en contrepartie du cash qu'il donne dans la boîte. D'accord? Oui, ok. Voilà. Donc, en fait, c'est directement lié à la valorisation. On est d'accord? Ouais. Plus votre valo va être élevée, plus votre dilution sera faible. À l'inverse, il y a des outils qui permettent une relution. C'est-à-dire qu'on peut très bien parler d'une valorisation à l'instant T et mettre en place tout un tas d'outils que j'évoquerai un peu plus tard, dans la 3e séance notamment, où on va dire, au lieu que je vous donne 20% de mon capital pour le 1 million d'euros que vous mettez, n'importe quoi, pour le 1 million d'euros que vous mettez en cash dans la boîte, et si jamais ça se passe comme ci ou comme ça dans 5 ans, vous n'aurez plus que 15% du capital rétroactivement. Donc là, en tant que dirigeant, je me relue. D'accord. Puisque je rattrape du capital, je récupère du pourcentage du capital par rapport à ce que j'ai initialement accepté de lâcher. Et ça, on est d'accord. En fait, c'est un concept qui me perturbe un peu. Je suis pas sûre d'avoir compris, mais
en fait, le pourcentage de capital et le montant des fonds, c'est parfaitement contractuel. Je veux dire, c'est parfaitement. Ça peut déjà changer d'un investisseur à l'autre. Ça peut, enfin, Ça on peut peut, vraiment faire ce qu'on veut du moment que la personne accepte, en fait. C'est ça? absolument. Ah, ok. C'est perturbant. C'est perturbant. Ah oui, parce que si vous êtes par exemple scientifique, la finance n'a pas fini de vous perturber en fait. D'accord. C'est une la finance est tout sauf scientifique. Hein. Enfin, la finance dans la vraie vie pour les entrepreneurs comme vous. Après, on peut faire des très beaux concepts ultra techniques que j'aborderai pas ici parce que vous serez sous Prozac avant même le début du confinement. Mais c'est vraiment dans la vraie vie, c'est tout autre chose. C'est-à-dire qu'en réalité, vous, quand vous allez lever des fonds, on y reviendra dans le process. Ce que vous allez faire en premier lieu, c'est structurer votre business, structurer votre plan d'affaires, structurer votre business plan. Et ensuite, ni plus ni moins, dans l'idéal, c'est de mettre en compétition des investisseurs. Et vous verrez, alors moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier et je suis tout le temps, je continue d'être émerveillé, c'est bien, par les différences d'approche qu'il peut y avoir en termes de valorisation. C'est-à-dire que sur un même dossier, on peut avoir des différences d'approche de 1 à 5, ce qui est monstrueux, pour le même projet. D'où l'intérêt de consulter plusieurs investisseurs, d'où l'intérêt de les mettre en compétition, d'où l'intérêt d'essayer de bonifier l'opération de ce fait-là. Et vous avez vu que du coup, quand on a un rapport de valorisation de 1 à 5, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Et pourquoi on a ces différences-là? C'est ça qui est important de comprendre, notamment au regard des aspects de valorisation qu'on évoquera tout à l'heure. C'est que le rendement attendu, en fait, qu'on évoque, donc 30 à 50% pour le capital risque, 50 à 70% pour le capital amorçage qui est un petit peu en amont, le rendement attendu, il va être utilisé dans les formules de valorisation pour décoter votre projet. C'est-à-dire que plus votre projet paraîtra mature, plus on va avoir des décotes de l'ordre de 30%. Je parle de décote pour l'instant, mais en fait, c'est un taux d'actualisation. Plus on va avoir des décotes de l'ordre de 30% au lieu d'avoir des décotes de l'ordre de 70%. D'où l'intérêt, dans toutes les parties que vous avez dû avoir sur le business plan, il y a une partie fondamentale qui est évidemment l'équipe, etc., le marché milieu. Mais il y a aussi tout un tas de choses à présenter en termes d'acquis. Quels sont mes acquis? Parce que plus vous allez présenter vos acquis et votre stade d'avancement, moins votre projet va être perçu comme étant risqué ou en amont, et plus votre décote sera faible en termes de valo. D'accord? Donc, c'est pour ça que je passe un peu de temps là-dessus, parce qu'on retrouve dans les formules de valorisation, les rendements attendus de l'investisseur annuel correspond au taux d'actualisation retenu par l'investisseur dans les formules de calcul de valorisation. On y reviendra tout à l'heure. Ce qui veut dire finalement que les formules de calcul ne sont pas les mêmes pour tous les investisseurs. Absolument. Enfin, les formules sont les mêmes, ils vont utiliser les mêmes formules, mais en fait, c'est ce taux-là qui va être complètement intuitif, si vous voulez. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est le taux qui fait partie de la formule, évidemment, mais c'est le taux, ils vont utiliser la même formule, mais le taux perçu sera différent suivant la sensibilité de l'investisseur. Mais il se discute le taux entre investisseur et puis entrepreneur, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, mais en fait, c'est lui au final qui va être convaincu ou pas par le fait que vous êtes suffisamment avancé pour justifier d'un taux des cotes faibles. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'où l'idée aussi d'aller voir des investisseurs qui connaissent votre secteur, par exemple. Parce que si vous êtes dans le domaine, je sais pas, d'un domaine un peu précis, et que, en l'occurrence, l'investisseur n'y connaît rien, mécaniquement, ça ne sera même pas de votre faute, si vous voulez. Oui. Mais lui, comme il ne connaîtra rien et qu'il n'aura pas de benchmark ou pas de repère, ou pas d'expérience vécue, il va d'emblée avoir une approche risque plus importante. Oui, correctement. Et d'une manière générale, les fonds sont plutôt spécialisés. Oui. Aujourd'hui, oui. Donc, ils connaissent bien finalement le secteur d'activité dans lequel on est. Voilà. Ce n'est pas un inconnu pour eux, quoi. Tout à fait. Ok.
Alors, ensuite, par rapport à ce slide, j'y passe un peu de temps, mais c'est en fait, on est dans le cœur du sujet là. Par rapport à ce slide, vous avez vu qu'ici, il y a les sorties, les fameuses sorties qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que un investisseur, il peut sortir par une introduction en bourse, il peut sortir en vendant sa boîte à un concurrent ou à un autre partenaire industriel, j'ai bien dit industriel, mais pas financier, ou il peut céder sa participation à un autre fonds. Ou alors, il peut déposer le bilan, je ne l'ai pas mis dans le slide pour pas que ce soit répulsif, mais c'est une sortie en soi. Enfin, c'est une sortie pas terrible, mais il sort quand même, c'est-à-dire qu'il perd toute sa mise. Donc, ça veut dire que derrière, dans l'argumentaire aussi des éléments, il va falloir présenter ces horizons de sortie. On y reviendra dans les histoires de pacte d'actionnaires, puisque ça va être là l'objet des principaux litiges qu'on a entre investisseurs et entrepreneurs, c'est sur la sortie. D'accord ? Donc, il y a à la fois le véhicule de sortie, intro, cession, à un industriel ou à un fonds, et puis l'horizon de sortie, le timing de sortie, et qui a la main sur la sortie. Ce sont les trois sujets principaux qu'il faudra évoquer avec l'investisseur dans le cadre d'une discussion du pacte d'actionnaires. Mais du coup, ce sont des choses qu'il faut absolument évoquer très en amont, puisque son rendement, lui, il va être complètement conditionné à ça. S'il n'a pas ça, il ne va pas avoir de rendement. On est d'accord? Et donc, si vous dites, par exemple, deux trucs un peu mortels là, pour un investisseur qui lui fait directement tressaillir, ça va être de lui dire, voilà, moi, je compte jamais revendre ma boîte, en fait. Moi, je me vois bien rester encore 30-40 ans, comme vous êtes pour la plupart jeunes en plus, 30-40 ans à la tête de ma boîte. Je ne vois pas l'intérêt de la vendre, je vais rester comme ça. Lui, il va se dire, je ne peux pas revendre mes titres du coup. Sauf s'il peut s'introduire en bourse éventuellement. Sauf s'il y a un autre fonds d'investissement qui est prévu. Mais s'il n'y a pas d'opération capitalistique prévue, à terme, ça va lui faire peur en fait. Et puis le deuxième truc qui le fait peur, c'est tiens, je veux transmettre à mes enfants. Alors là, transmettre aux enfants, ça veut dire que a priori, ils vont se faire tondre, les investisseurs, puisque vous n'allez pas forcément privilégier l'investisseur au détriment de vos enfants, à moins que vous soyez un peu spéciaux. Mais normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est plutôt l'investisseur qui se fait tondre dans ces cas de figure. Voilà. Donc, ces notions de sortie, vous voyez, elles peuvent paraître anodines, mais elles sont absolument essentielles et elles cristallisent beaucoup de choses dans les négos avant l'entrée de l'investisseur. Elle cristallise également beaucoup de choses dans les négos dès lors qu'on se met autour de la table pour parler de la liquidité de l'investisseur. Est-ce que c'est bon? Ça vous paraît clair? Ouais. Il y a des questions ou pas? Là, vous nous avez Moi, j'avais parlé une petite question. Ah oui. Pardon. Vas-y. Vas-y. Non, toi? Vous nous avez parlé des cas qui refroidiraient directement l'investisseur. Les cas dans le idyllique, ça serait donc la cession à un industriel. La cession, parce que la cessation. La cession, pardon, oui. Mais c'est une sortie aussi, vous nous avez dit. Oui, c'est vrai. Ça serait Mais donc je ne la souhaite pas, par contre. Mais non, oui, ce qu'il recherche, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous laisser non plus enfermer dans ce corner-là. Ce qu'il va essayer il va quand même essayer globalement de vous amener vers une cession industrielle parce qu'il y aura une prime stratégique qui va justifier que c'est là où il va en tirer le meilleur prix la plupart du temps. Hein, on le verra tout à l'heure d'ailleurs. C'est au travers des cessions industrielles qu'il y a en général le meilleur rendement pour l'investisseur. Mais c'est le truc qui ne va pas forcément vous aller en fait, parce que vous n'aurez pas forcément envie de vous arrêter, parce que si on vend sa boîte, en général, on sait qu'on reste un an max, on va dire, pour faire simple. Et vous, c'est pas votre projet peut-être. Alors peut-être que vous avez envie d'aller jouer au golf au Portugal ou je ne sais où, mais peut-être pas.
Et donc, le peut-être pas, ça passe par les deux autres solutions. C'est l'intro en bourse, où là, vous êtes obligé de rester parce que vous n'allez pas vous introduire en bourse en disant je vais jouer au golf. Et puis la cession à un autre fonds, c'est aussi la plupart du temps ça, parce que le fonds d'investissement qui viendra remplacer le premier, il aura vocation justement vraiment à compter sur vous en tant que manager dans les années à venir. La sortie envisagée, elle se traduit. C'est en combien d'années? Ils attendent quoi? À moyen terme, à court? C'est que je ne me rends pas compte. En fait, en général, ça va faire la transition d'ailleurs avec un autre de mes slides. Mais en général, on attend, je ne sais pas si je l'ai là. Voilà. En général, on attend un horizon 5 ans. Ok. Alors, en fait, pour être concret, l'investisseur table sur cet horizon-là, mais comme c'est quand même des projets où c'est compliqué, où le time to market n'est pas toujours là, où ça ne se passe jamais comme prévu, évidemment, c'est normal. Il table là-dessus, mais dans la vraie vie, il sort plutôt au bout de 6-7 ans parce qu'ils n'ont pas pu sortir forcément avant. Ce qui fait que les durées de fonds d'investissement, qui sont gérés pour compte de tiers, on verra tout à l'heure, il y a des durées de fonds qui ont en général entre 8 et 10 ans. On parlait dans la première séance des FCPI, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a brièvement évoqué. Ce sont des fonds qui ont des durées de vie limitées, en général aux alentours de 8 ans. Il y avait une autre question tout à l'heure. Ouais, c'était moi. Du coup, je voulais savoir comment on peut faire pour valoriser une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a des critères qui permettent d'apporter de la valorisation et de défendre justement Oui, la dilution au moment de l'investissement? oui. C'est l'objet de la séance, le début de la séance valorisation qu'on fera un petit peu aujourd'hui et surtout lors de la semaine prochaine en fait. En gros, pour répondre à votre question quand même, c'est quoi? C'est de dire, de toute façon, en création, on n'a rien, on n'a pas de chiffres. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur, je vous le fais en caricature, hein. On travaille sur, c'est quoi mes prévisionnels à 5 ans? Donc, je suis toujours dans les prévisions financières. Je suis toujours sur mon compte de résultat prévisionnel. Je suis toujours sur mon plan de financement prévisionnel. Et je dis, c'est quoi ma perspective à 5 ans? Et on va faire le truc, du coup, à l'envers. C'est-à-dire qu'on va se dire, dans 5 ans, combien vaut ma boîte, potentiellement? Donc là, c'est des multiples de chiffre d'affaires, de résultats, tout ce qu'on veut, etc. Donc, on calcule la valeur qu'on aura dans 5 ans en fonction des prévisions financières qu'on a aujourd'hui. Et cette valeur à 5 ans, on va la ramener en valeur d'aujourd'hui avec le fameux taux d'actualisation que j'évoquais tout à l'heure, qui est ni plus ni moins le rendement annuel attendu par l'investisseur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que vous, quand vous placez votre argent sur le livret A, ou n'importe quoi, vous avez un rendement de 10%, vous allez… Alors là, c'est aussi compliqué, l'absence de paperboard, c'est pas simple. Mais vous avez, donc, vous misez, mettons, 100, et chaque année, vous allez attendre 10%, si vous avez ce type de rendement sur les obligations, etc. Donc, votre somme atteinte avec les 10%, on est bien d'accord que c'est 100 fois 1,1 en N plus 1. On est bon là. Ouais, tout à fait. Donc, c'est 110. Ben là, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va dire, si je pars de 110, quelle valeur j'aurai en valeur d'aujourd'hui? Ça va être ça, en fait. Ben, Et on c'est lisse. divisé par 1,1. On est d'accord? Pour avoir ma valeur d'aujourd'hui de 110 que j'ai dans un an. Eh bien, on fait le même raisonnement. C'est-à-dire que
mettons que ma boîte vaille 110 millions en année 5, je vais l'amputer des 1,10, mais 5 fois de suite. 1,10 exposant 5. D'accord? Sauf que là, ça ne va pas être 1,10 parce que le rendement attendu pour mon investisseur, c'est plutôt, on va dire, 30% si on parle du capital risque ou 50%. Donc, ça va être soit 110 que je ramène en valeur d'aujourd'hui à 1,1 exposant 5, 1,3 exposant 5, soit les 110 que je ramène en valeur d'aujourd'hui à 1,5 exposant 5. D'où l'importance d'essayer de présenter dans l'executive summary, dans le business plan, dans les slideshows, tous les acquis qui permettront à l'investisseur de se dire qu'il est sur un projet le plus avancé possible et donc vous appliquez une des cotes la plus faible possible. Parce que faites vous-même les calculs, entre 1,3 exposant 5 et 1,5 exposant 5, ça change beaucoup. Hein? Oui, tout à fait. Du coup, c'est uniquement financier au final, cette valorisation. Ah oui. Bah, pas financier. Financier, évidemment, à un moment donné, si vous voulez, si vous avez qu'une techno et un brevet, si vous cédez, parce que on calcule, si vous voulez, les valeurs à 5 ans, on va les calculer sur des opérations qu'on a vues par ailleurs, sur les comparables. Dans certains projets, si vous prenez, certains sont dans le domaine du SaaS aujourd'hui, j'imagine. Bon, bah, c'est sûr que une boîte qui fait aujourd'hui du SaaS, elle va pouvoir, il y a des multiples qui sont entre 5 et 10 fois le chiffre d'affaires sur ce segment-là. Sauf que c'est souvent compliqué, plus compliqué, parce qu'il y a une partie SaaS, une partie éditeur, une partie intégration, etc. Donc ça se valorise différemment tout ça. Mais grosso modo, on va essayer de voir quelles sont les transactions qui ont eu lieu et quel est le niveau de valo qu'on peut utiliser dans mes prévisionnels à 5 ans. C'est à peu près ça la logique. Ok, merci. Ça Pas la marche. question. Ouais. Vous m'entendez? Si vous prenez, après ça dépend de l'acquéreur. Vous prenez un secteur, par exemple, que moi je connais très bien, qui est l'orthopédie. Si vous prenez le matériel médical orthopédique, vous allez avoir parfois des boîtes qui vont se vendre 20, 30 fois le chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'elles seront rachetées par des J&J et des Tyco. Et J&J, c'est 17 milliards de résultats par an. Donc, ils s'en foutent de racheter une boîte 100 ou 200 millions. Vous voyez? S'ils veulent vraiment une technologie pour diffuser sur l'ensemble de leurs tuyaux au niveau mondial cette techno, ils vont pas mégoter à 100 millions près. C'est choquant de dire ça, mais il faut tout le temps avoir ça en tête. Ça va dépendre aussi de la nature des gens qui sont capables de vous racheter. Ça. Ce qui fait qu'on a du coup aussi, lorsqu'on vend une boîte, ce qui est mon métier également, lorsqu'on vend une boîte, on a des écarts monstrueux en termes de prix, suivant la nature de l'acquéreur. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Juste pour savoir, par exemple, une société qui fait beaucoup de R&D, par exemple, pendant 10 ans, elle va faire de la R&D et qui va lever des fonds, donc du coup, qui ne va pas produire de chiffre d'affaires, comme le disait Thomas. Là, ils vont se baser sur quoi? Parce que si Alors, ouais, par exemple, une boîte qui par exemple, fait les vaccins, qui recherche des vaccins. ah, d'accord. Et ben là, ils vont se baser sur le pipe R&D. Si on prend alors, les biotech, c'est très particulier. Hein. Vous avez un projet biotech vous concernant? C'est pas vraiment de la biotech, oui, c'est plutôt de la recherche, oui, pour la dépollution des sols. Donc, on a de la R&D, D'accord. mais on a aussi un peu de chiffre d'affaires, mais on a de la R&D, ouais. D'accord. Et ben là, c'est un peu. Alors, je sais pas s'il y a des projets biotech dans la salle, mais je vais quand même parler très rapidement des projets biotech. Les projets biotech, en fait, il y a des niveaux de valorisation qui sont souscrits en fonction des différentes phases. Vous savez qu'il y a des phases 1 d'expérimentation, il y a des phases 2 d'expérimentation, il y a des phases 3 d'expérimentation.
Et là, on est sur des projets très, très risqués, puisque la plupart des vaccins, sauf celui du coronavirus, qui, d'après ce qu'on entend en tout cas, va bientôt arriver, la plupart des vaccins, par exemple, ils mettent une grosse dizaine d'années pour aller sur le marché, parce qu'il y a toutes ces phases d'homologation. Et donc là, on va être sur une valorisation qui sera sur le vraiment uniquement scientifique. C'est pour ça que les investisseurs qui investissent dans les biotech, c'est des ultra scientifiques du domaine. Vous ne trouverez pas un type qui ne connaît pas le sujet. Et y compris de façon extrêmement aboutie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont travailler effectivement sur le pipeline des différents projets de R&D, leur avancement. Mais au final, on peut dire qu'ils vont quand même le mettre en rapport parce que qu'est-ce qu'ils vont calculer? En général, ils disent en phase 2, voilà, j'ai déjà quelque chose qui peut se vendre à un gros labo. Et combien ça pourrait se vendre au gros labo en fonction du chiffre d'affaires que je suis capable de faire générer à ce gros labo. Donc, on revient quand même dans une logique de chiffres. On valorise de la techno pour savoir où on en est au niveau de la techno, mais au final, on va quand même se dire combien ça vaut. Et puis là, alors là, pour le coup, regardez quelques boîtes en ce moment, hein, c'est assez impressionnant. Ça peut valoir très, 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 très cher, même en phase 2, dès lors qu'on a un acheteur justement capable d'industrialiser le pipe de R&D qu'on va vendre. Et vous, ça va être un petit peu pareil quelque part. Il faut que vous valorisiez votre pipe de R&D. D'accord. Et c'est plus final, difficile alors, à faire du coup, ça. Pardon? C'est plus difficile à faire. Ah oui. Ouais. Ouais. C'est plus compliqué. Et c'est pour ça que les projets de R&D, enfin de biotech, c'est l'enfer. Ah, génial. Non, c'est l'enfer dans le sens où c'est très, très compliqué. Très, très compliqué. D'accord. Ok. Parce qu'il n'y a pas de métrique. Par contre, vous devez connaître évidemment votre marché. Et donc là, le premier truc qu'il va falloir faire, c'est faire un peu de veille concurrentielle, justement, voir ce qui s'est passé sur des projets que vous ne trouverez pas similaires, puisque votre projet, il est par définition très particulier, sur un positionnement particulier, mais voir ce qui s'est passé sur d'autres projets, voir à quel moment on a pu valoriser ce pipe, voir combien, et voir sur quelle base, si on peut. Hein. Alors, j'ai peut-être une question idiote, mais qu'est-ce que vous appelez le pipe R&D? C'est le… Pardon, oui, excusez-moi. Le pipe R&D, c'est ni plus ni moins les éléments de création de valeur successifs. D'accord. Donc, en fait, c'est votre programme de R&D global. Sur un projet biotech, on va se dire, voilà, j'ai 10 ans de recherche et développement. Et puis, le pipe, c'est vraiment la création de valeur progressive. D'accord. Et après, vous avez un autre type de pipe, c'est pour ça que c'est un peu confusant. Le pipe, c'est aussi plusieurs produits en pipeline en termes de R&D. D'accord? Oui. D'accord. Mais tout ça constitue le cœur du projet, du coup, parce qu'évidemment, on est obligé de se financer pour créer des R&D. Et on doit absolument montrer où on en est pour que ce soit un élément de création de valeur apprécié par l'investisseur et qui continue finalement à financer ça. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc voilà, capital risque, c'est ce qui vous concerne. Donc on avait parlé déjà des business angels et du crowdfunding. Je pense que vous n'avez pas de questions par rapport aux business angels, sans pas directement au fonds d'investissement peut-être. Ouais. Mais n'hésitez pas si vous en avez en tout cas. Donc on est quand même sur des projets très techno, ça il faut le savoir. Donc plus vous allez vous montrer que vous êtes dans quelque chose de techno, plus ça va être éligible vis-à-vis d'un fonds d'investissement. Ayez aussi en tête que je disais tout à l'heure, vous êtes dans un monde merveilleux, mais oui, parce qu'aujourd'hui, il y a à la fois des fonds qui sont capables de mettre 300 000, 500 000 euros sur la table pour des projets en tout démarrage ou des projets un peu moins techno que d'autres. Et puis, vous avez des énormes fonds d'investissement internationaux comme
Sofinova, qui ne mettront pas moins de 10 millions d'euros sur la table. Vous voyez? Donc, vous avez tout un tas d'acteurs qui existent avec des interventions financières, des types de tickets d'investissement, ce qu'on appelle les tickets d'investissement, donc c'est des sommes investies dans les projets, qui sont très différents, très variés. Et donc, on a le choix du possible. La forte rentabilité, on en a parlé, 30 à 50%. Donc, ça veut dire quand vous faites vos prévisionnels au global, hein, je caricature parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans le détail, mais pour vous donner quand même la tendance. Si vous n'avez pas au moins, au final, un chiffre d'affaires qui fait du 50% par an, ça marche pas. D'accord? Souvent, 2 ou 3 fonds d'investissement, dans les tours de table en tout cas conséquents. Vous avez 2 catégories de fonds. Les fonds dits leaders, les fonds dits suiveurs. Le fonds suiveur, il va attendre qu'un lead se positionne. Ce qui fait que dans votre démarche de levée de fonds, vous devez contacter des leads. Vous ne devez pas contacter des suiveurs. Ça sert à rien. Il y en aura toujours des suiveurs. Dès lors qu'il y a un lead, vous pouvez dire que vous avez quasiment gagné la partie. Donc le lead, c'est celui qui va prendre son crayon et qui va écrire la lettre d'intention. C'est ça un lead. Le suiveur, lui, il va dire « Ouais, votre projet, il est pas mal, ok, montrez-moi la lettre d'intention, puis je vois si j'y vais ou pas. » Mais il ne fera pas d'instruction particulière de façon ultra active. Évidemment, il va en faire, mais il va compter sur la qualité du lead pour se positionner. Ce qui fait que vous, dans votre process, ce qui est très important, c'est de vous positionner par rapport au lead. Et ça, juste les fonds leaders et les fonds suiveurs, c'est quoi? Enfin, je veux dire, c'est des catégories préexistantes ou c'est selon le projet, selon les personnes? À ce moment-là, un tel peut être leader et l'autre suiveur? Ou Non, en général, il y a vraiment soit des investisseurs qui sont que leaders, soit des investisseurs qui sont que suiveurs. Mais ils s'étiquettent pas comme tels, c'est parce qu'on les connaît, enfin parce qu'on Voilà. sait qu'un tel. Tout Ok. à fait. Tout à fait. Et du coup, cette info, on peut la trouver comment? Enfin, qui sont les leaders dans notre domaine, par exemple? Bouche à oreille. Vos leaders, je disais, oui, c'est vrai que ils se mettent pas une étiquette comme ça, quoi. Ouais. Hein. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que les fonds, par exemple, les gros, plus le fonds est gros et émane d'une grosse institution, par exemple bancaire, plus il va être suiveur. D'accord. Voilà. À l'inverse, plus le fonds va être ultra spécialisé, plus il va être leader. Donc, les gros fonds qui ont évidemment des spécialités, mais qui font tous les secteurs, la plupart du temps, ils vont être suiveurs. Je dis bien, notamment s'ils sont d'émanation bancaire. Et les fonds de taille plus entrepreneuriaux avec des gens qui sont ultra spécialisés dans vos domaines et qui sont de taille plus humaine et qui sont moins institutionnels, en général, ils sont leaders. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Prenez, je vous donne des exemples. Prenez des gens comme un des plus gros investisseurs aujourd'hui, c'est Amundi. D'accord? Amundi, c'est vraiment c'est l'émanation de toute la galaxie d'asset management, la Société Générale, etc. Ça, ils sont suiveurs. Ils iront rarement sur un dossier tout seul. Ils attendront qu'il y ait un leader qui se positionne. D'accord. Et du coup, question bête, les leaders, on les trouve où? Tant qu'à faire. On les trouve, alors,
on les trouve dans la philosophie qu'ils affichent parfois sur leur site d'investissement quand même, parce on sent entre les mots la façon dont ils interviennent. Hein. Mais, ouais, il y a quand même une grande diversité d'approches. Il y en a certains, enfin, avec le social, je ne serait pas vraiment le mot dans ce contexte-là, mais plus, ouais, plus envie de donner quelque chose, quoi, d'apporter, pas uniquement requin, entre guillemets, si je peux me permettre. Quoi. Oui, oui, en fait, c'est deux philosophies différentes. Ouais, C'est c'est ce ça. qu'on Ouais. appelle, c'est les gens qui sont hands-on, Ouais. donc vraiment ceux qui… En fait, le leader, il va à la fois, c'est lui qui va vous écrire et fédérer éventuellement d'autres fonds suiveurs pour compléter le tour. Oui. Mais en plus, c'est lui qui est censé et c'est celui qui va vous attirer, entre guillemets, potentiellement, parce que c'est celui qui va vraiment être plus présent que d'autres auprès de vous pour vous accompagner dans toute la durée de l'investissement. Ouais, ça, c'est ce qui est intéressant aussi. Et on arrive bien à trier tout ça. C'est relativement clair. Oui, Ok. oui, oui. Bah, une fois, de toute façon, ce qu'il faut faire avant de contacter un fonds d'investissement, c'est déjà s'imprégner Ouais, de l'histoire, quoi. Enfin, de secteur. l'histoire, de la philosophie, voir s'ils sont hands-on, hands-off, etc. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, Vous complètement. questionnez des gens, enfin, des gens qui connaissent cet univers-là. Et là, vous en avez quand même pas mal au niveau de Ouais. l'incubateur Ouais. pour savoir à qui vous vous adressez. Quoi. C'est quand même un secteur où il faut vraiment se faire accompagner, quoi. Moi, je pense de manière générale, quoi. Ouais, enfin, il y en a qui arrivent seuls, mais de toute façon, sur ce type d'opération, il vaut mieux avoir le maximum de choses ouvertes quand même en termes d'horizon et de réseau aussi. Oui, mais toujours pareil. On revient au réseau, Voilà. quoi. Ouais. L'intérêt d'ailleurs d'être dans un incubateur comme celui que… Voilà. Bien sûr, complètement. Parce que là, si vous voulez, vous cumulez, mais ça c'est normal, comme tous les… Et moi j'ai été créateur d'entreprise, donc je le sais bien, vous cumulez tous les emmerdements. Oui, D'accord. on aime ça. Voilà. Il y a un côté maso quand même. Hein, donc, Oui. et donc, comme vous avez le maximum d'emmerdement, il faut avoir le maximum d'appui, de réseau, de Oui. vision, de conseils, voilà, de choses périphériques qui vous permettent quand même de réduire cette zone de fragilité qui est liée ni plus ni moins à votre statut. Hein. Ouais, d'être serein. Ouais. Voilà, donc l'objectif évidemment, hein, on n'est pas au pays des bisounours, l'objectif c'est de faire le maximum de pognon. Bien sûr. Ah oui, tout à fait. Je sors de 25 ans de banque, hein, donc je connais un peu ça. Mais c'est normal, c'est leur métier. Donc, Il en faut. voilà. Alors, les catégories, justement, sachant qu'il y a pas mal de catégories différentes. Il y a les indépendants, donc là, ça va être les fameux leaders, en fait, hein, dont on parlait. Puisque les indépendants, eux, ils vont vraiment être là pour essayer de survivre par eux-mêmes. Hein. Je m'explique. Ces indépendants, c'est donc des sociétés de gestion. Donc, vous avez le fonds, ça va être bien le paperboard comme ça. Là. Vous avez le fonds d'investissement qui est en haut. Donc là, il y a des souscripteurs, effectivement, qui collectent les fonds d'investissement, qui souscrivent. Et puis, vous avez une société de gestion qui gère ça. Donc, en fait, vous avez deux véhicules, enfin trois. Vous avez les investisseurs institutionnels ou d'autres, puisqu'il y a des fonds de personnes physiques aussi, qui investissent dans un fonds qui est un premier véhicule. Et ce fonds, il est géré par une société de gestion qui a un deuxième véhicule juridique. Et là, les indépendants, du coup, eux, c'est un peu la vie ou la mort. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas, 7 ans plus tard, à démontrer une performance vis-à-vis de leurs souscripteurs, vous imaginez bien quand ils vont leur dire, voilà, on a bien balancé, on n'a pas du tout réussi à créer de la plus-value sur le premier fonds, mais on vous promet sur le deuxième fonds, on va faire bien mieux.
pensez bien que les institutionnels et les souscripteurs ne vont pas y aller une deuxième fois. Et donc, la société de gestion est morte. C'est pour ça qu'ils sont très excités sur la sortie. Parce que s'ils ne font pas de plus-value, s'ils n'arrivent pas à servir un rendement suffisant, ils n'arriveront pas à lever d'autres fonds. Donc, ils n'arriveront pas à vendre. Et donc, ils n'arriveront pas à survivre. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils sont obligés de promettre un rendement sur les opérations. Et à la fin de la foire, c'est-à-dire 7 ans après, à la fin de la durée du fonds, 8 ans après, ils sont obligés de présenter leur copie. Et si la copie n'est pas bonne, la société de gestion n'a plus de fonds à gérer, donc ne perçoit plus de commission de gestion. Donc, la société de gestion dépose le bilan. C'est comme une boîte. Hein. Donc, vous voyez qu'ils sont quand même dans une logique où ils sont obligés de présenter des performances à un moment donné s'ils veulent continuer à vivre. Mais ce qui est normal, c'est comme dans toute entreprise finalement. C'est assez simple. Donc ça, ce sont les indépendants et du coup, ça va être souvent les leaders parce que ça va être des gens qui connaissent. Vous risquez d'être assez étonné par le niveau de pertinence technologique notamment qu'ils peuvent avoir. Je vous rassure, ce n'était pas du tout le cas dans les années 2000 où on mettait des petits jeunes de 22 ans à étudier des 30 millions d'euros d'investissement dans des projets Internet qu'ils ne comprenaient pas. Et on a vu ce que ça donnait. Là, c'est vraiment des... Vous allez avoir en face de vous des gens, vous ne pouvez pas leur raconter la messe, en général. Deuxième type d'acteurs, c'est plutôt des acteurs qui sont sur le secteur financier. Donc, il y a à la fois, on parle plutôt des filiales de banque ou des émanations de groupes d'assurance, par exemple. Vous avez une première catégorie de fonds qui est les fonds gérés pour compte d'autres tiers. Donc, ça va être quand même des fonds d'émanation bancaire, mais qui collectent quand même des fonds auprès d'autres institutionnels. Et puis, vous avez les fonds gérés sur fonds propres ou compte propre. C'est-à-dire que là, ce sont des fonds, Société Générale, Crédit Agricole, ils ont tous leurs fonds, Crédit Mutuel, CMCIC. C'est des fonds qui vont être gérés sur compte propre. Donc, c'est sur les fonds propres de la banque. Donc là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas leur demander des comptes et qu'ils peuvent faire n'importe quoi, évidemment. On est bien d'accord. Par contre, ça veut dire que ça offre une souplesse complémentaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de rendre l'argent au bout de 8 ans. On va leur demander des comptes chaque année sur ce qu'ils ont fait, sur le rendement perçu des opérations, etc. Mais ils sont moins contraints en termes de sortie financière. Donc, vous avez bien compris, un fonds indépendant, à la fois l'indépendant et le fonds géré pour compte de tiers, on va dire qu'il dure 8 ans. On a 4 ans pour investir, 4 ans pour vendre. Ça veut dire que vous devez contacter ces fonds-là dans les 3 premières années du lancement du fonds. Après, c'est presque trop tard. Puisqu'après, ils vont désinvestir. Ils vont vendre plutôt qu'investir. D'accord? À l'inverse, les fonds gérés sur fonds propres, sur compte propre, eux, ils vont tout le temps être investis puisque ils gèrent ça sur leur fonds propres. Donc, ça a une importance quand même dans le timing. Alors, comme je peux parler assez franco, il est évident que pour un chef d'entreprise qui veut lever des fonds, la meilleure façon de réussir, c'est d'aller voir un fonds qui vient de lever lui-même ses fonds. Parce qu'alors là, il est dans une hystérie en termes temporels. Il doit investir, il doit investir, il doit investir. Chaque jour qu'il n'investit pas, il perd un horizon de rendement complémentaire. Je m'explique. S'il investit seulement tout l'argent qui lui a été donné au bout de 4 ans, il n'aura que 4 ans de rendement potentiel avant la clôture du fonds. Alors que s'il investit son argent dès le départ, la première année, il va avoir 7 ans de rendement. Donc, ça change tout. Et donc, alors je ne devrais pas dire n'importe quoi, mais on a vu certains fonds qui ont levé justement ces souscriptions-là, et très franchement, ils étaient tellement pressés de faire des opérations que c'était quand même
et quand même à des conditions assez favorables aux entrepreneurs, on va dire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. On a bien compris. Ouais, et juste Oui, oui. ce genre d'informations, typiquement, c'est quoi? Ce sont des journaux spécialisés, on les trouve à un endroit. Enfin, le fait que tel Non, fonds. en fait, là, c'est en allant. Alors, déjà, je vous donne. Enfin, c'est pas grave si on spolie les slides qui suivent, hein, parce que au moins, l'idée, c'est d'avoir l'ensemble des items en tête. Vous avez un annuaire national qui existe, qui s'appelle France Invest. C'est l'ex-AFIC. L'AFIC, c'est ce qui a été créé il y a 30 ans, l'association des investisseurs, l'association française des investisseurs en capital, qui est devenue France Invest. Et dans France Invest, vous allez sur le site de France Invest, vous avez tous les investisseurs institutionnels, hein, alors on ne parle pas des investisseurs business angels ou autres, par exemple, mais des investisseurs institutionnels, que ce soit en capital risque, capital développement, capital transmission, vous avez tous ces gens-là, et qui sont répartis, vous avez une partie annuaire, et là vous avez une partie ticket d'investissement, une partie géographie, une partie secteur d'activité. Ok, Donc en fait, vous pouvez déjà avoir un premier mapping des gens potentiellement intéressants pour vous au travers de ça, en les triant. merci. Après, ce que je vous incite à faire, il ne faut pas faire que ça, et puis il ne faut surtout pas. Alors, l'erreur majeure, ne faites pas ça. C'est de prendre cette liste et puis de balancer votre dossier comme ça. Attention. Profitez d'être dans l'incubateur justement pour demander un avis concerté à des gens qui connaissent un peu ces trucs-là, parce que justement, il y en a qui sauront vous dire que le fonds vient de se lever, qui sont en phase d'investissement ou en phase d'investissement, qui sont éventuellement investis dans des projets concurrents aux vôtres, auquel cas déontologiquement ça peut être un petit peu emmerdant. Et je vous incite également en amont, de toute façon par vous-même, quoi qu'il arrive, d'aller de façon scrupuleuse sur le site de ces gens-là. En général, ils sont obligés justement d'afficher à la fois leur philosophie, leur mode d'intervention en termes d'investissement et le portefeuille de leur participation, voir si ça peut être intéressant pour vous, voir si ça peut être gênant pour vous. Vous imaginez bien que s'ils sont investis dans un projet concurrent, ils vont dire que le projet les intéresse, ils vont regarder, ils ont toutes les infos vous concernant, d'accord? Donc voilà, il faut aller sur le site de chacun des acteurs que vous recensez et voir aussi, puisque là c'est décrit, est-ce qu'ils en sont au fonds numéro 3, au fonds numéro 4? Le dernier fonds en activité, il a été levé quand? Et ça, ils sont obligés de le mettre, hein, puisque c'est un appel public à l'épargne. Ok. Corporate Venture, tout le monde connaît, je passe là-dessus. Oui. Donc ça, c'est méfiez-vous, quoi. Ça peut être intéressant, mais ça peut être l'œil de Moscou. Parce que, non, je vois pas, enfin, je vois pas ce que vous voulez dire. Parce que le corporate venture, tout le monde sait ce que c'est ou pas? Ou je redéfinis ou pas? Vous pouvez redéfinir. Ouais. Ouais, s'il vous plaît. Corporate venture, c'est en fait, c'est une typologie de fonds d'investissement qui n'émane pas d'institutionnels souscripteurs ou de fonds propres de la banque. Ce sont des fonds d'investissement qui émanent de groupes industriels. D'accord? Donc, vous avez par exemple un fonds suisse qui s'appelle Inventage, qui est le bras armé de Nestlé. Donc, inutile de vous dire que ce fonds-là, il est doté de façon énorme, qu'il finance des startups, plutôt en connexion évidemment avec les savoir-faire de Nestlé, mais Nestlé aujourd'hui, c'est pas seulement les danettes, hein, c'est le healthcare au sens large, de façon parfois extrêmement technologique.
Sauf que la question à se poser à un moment donné sur ces fonds, et c'est des choses qu'il faut écrire, évidemment, c'est est-ce qu'on n'est pas, est-ce que c'est pas un peu un tartuffe du groupe industriel en question? Et donc, il faut se méfier un petit peu, suivant la typologie des fonds, puisque ces groupes industriels, en général, c'est quand même, ils créent ces corporate ventures pour avoir, à un moment donné, une influence sur le business. Alors, ça peut être très vertueux, puisque moi, j'ai fait des opérations, par exemple, avec Inventage. C'est sûr que c'est super, parce qu'on peut négocier, par exemple, non seulement le deal financier, mais on peut négocier aussi dans le pacte d'actionnaires. OK, donc vous entrez au capital, mais vous, groupe industriel Nestlé, vous nous donnez accès à ça, à ça, à ça. On peut l'écrire. Donc, c'est hyper vertueux potentiellement en termes de business. Mais c'est hyper dangereux si jamais tout s'arrête. Ou si Nestlé veut mettre la main dessus de façon indirecte. Donc tout ça se négocie, tout ça se négocie avec des très bons avocats en droit des affaires ou des très bons conseils spécialisés qui sont parfaitement au fait de ce qui peut se passer quelques temps plus tard, puisque je rappelle que les problèmes vont venir potentiellement 5 ans, 6 ans plus tard, lorsqu'il va y avoir la sortie. Donc vous êtes obligé d'anticiper dès l'entrée les problèmes qu'il peut y avoir. Et notamment sur ce type d'opération, un des problèmes, c'est de dire est-ce que je tombe pas dans la gorge du loup, quelque part, d'emblée. Secteur public. C'est bon sur le corporate venture, pardon? Oui, merci. Non, juste une question, David. Si c'est dangereux d'y aller, quelque part, c'est l'œil de Moscou, où est l'intérêt d'y aller dans ce cas-là? Pourquoi pas passer vraiment sur la partie business. Partie développement, la partie soutien. Ouais. Oui, ok. Éventuellement R&D pour Nestlé, des choses comme ça, quoi. Voilà. Des Sauf que R&D, justement, là c'est un des problèmes, c'est que la R&D, c'est le premier truc qui est siphonné, quoi. Oui, c'est ça, oui, complètement. Donc, ça se gère vraiment en protégeant au max la R&D, en mettant des conditions d'accès aux informations qui sont très précises, oui. En mettant une gouvernance très précise, et en travaillant beaucoup sur les solutions de sortie pour ne pas se retrouver bloqué à un moment donné. Oui, tout à fait. Oui. Ok. Mais par contre, c'est vrai que dire, ça peut être Nestlé, mais ça peut être beaucoup d'autres, hein, dire on est sur des super, on a des actionnaires, on a un groupe industriel comme Nestlé derrière nous, c'est vrai qu'en termes d'image, voilà. Oui, c'est à double tranchant, quoi. Voilà. Ça peut être à double tranchant. Mais alors, j'en profite, parce que là, c'est un piège que je vois de plus en plus et je commence à être un peu inquiet pour les startups. J'en profite pour dire qu'il y a aujourd'hui un sport national qui consiste pour la plupart des grands groupes, notamment les groupes du CAC 40, à investir en direct, même pas par l'intermédiaire de cellules corporate venture, investir en direct, en minoritaire dans des boîtes startup prometteuses, intéressantes pour eux. Quand on parlait de la sortie tout à l'heure, donc déjà si vous avez ce genre de choses, on se met à la place de l'investisseur, c'est génial. On se met à la place, de l'entrepreneur, c'est génial. Il y a un grand groupe qui s'intéresse à moi. En termes d'image, c'est pas mal. En termes de business, c'est peut-être extraordinaire. Ça peut être vachement sympa de l'avoir au capital, fondamentalement. Et en plus, c'est pas un financier qui va me faire chier avec des reportings et machin. C'est un groupe industriel où on a à peu près la même culture. Fondamentalement, ça peut être sympa. Mais en fait, ce sont parfois, je dis pas tout le temps, mais parfois, ce sont des torpilles. Ouais. Ce sont des torpilles. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? En fait, il faut travailler les startups pour récupérer le savoir-faire après ou le business après, j'imagine. Ouais, mais comment? Il rentre au capital et au moment de la session, il récupère tout ça, non? Il y a un peu de ça. En fait, un grand groupe qui vient minoritaire à votre capital, même minoritaire, hein, donc il n'a pas le pouvoir, en théorie. Sauf que vous êtes bloqué. Parce que si vous n'avez pas négocié, mettons qu'ils prennent
20% du capital. Si vous n'avez pas négocié la vente des 80% de vos titres à l'avance, Ouais. vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce qu'il a éventuellement, alors au niveau purement juridique, on va dire, il a éventuellement des droits de préemption, Oui. voire pire, des droits d'agrément. Oui. Donc tout un chacun va venir, éventuellement faire des offres, et derrière, il va dire ah bah non, j'ai mon droit d'agrément. Je fais ce que je veux, je prends qui je veux, bien sûr. Ouais. Voilà. Même avec 20%, bah, du coup, vous êtes flouté. Mais c'est pas ce qui se passe un peu d'une manière générale dans les pactes d'associés aujourd'hui, enfin, d'après ce que j'ai un peu lu, où on les Ah bah, blinde de plus en plus finalement. avec les industriels, oui. Oui, C'est un des problèmes. C'est justement que vous êtes bloqué, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Et vous avez un grand groupe qui a mis 20% du capital, qui a mis du cash certes, dans la boîte, mais qui pourra récupérer les 80% s'il est malhonnête. Oui, oui, oui. Ce qui peut arriver, parce qu'on n'est pas payé des dividendes, c'est pour ça que j'en parle, pour récupérer les 80% gratos, puisque vous êtes bloqué. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait. Et quel acheteur potentiel va être assez fou pour racheter une boîte où il y a un groupe industriel éventuellement concurrent au sien, ça c'est l'aspect psychologique, qui aura torpillé toutes les informations en amont, qui aura été présent pendant 5 ans dans la boîte, et qu'en plus on contribuerait à rendre encore plus riche en rachetant la boîte. Oui, bien sûr, ouais, complètement. C'est fini, vous êtes mort. Si vous n'avez pas correctement négocié les choses, vous risquez d'avoir un certain nombre de déconvenus. Voilà. Donc, je fais cette parenthèse-là parce que c'est vraiment, on retrouve ça un peu sur le corporate venture. Et moi, c'est le genre de truc, ça me met hors de moi parce que ça veut dire que même chez certains grands groupes, il y a quand même des attitudes que moi j'estime pas correctes, quoi. Voilà. Et on profite en plus de la naïveté et du manque d'expérience de certains entrepreneurs qui démarrent, et ce qui est normal, pour arriver à ça, quoi. C'est juste un petit peu embêtant au niveau éthique. Secteur public, donc je ferme la parenthèse, mais donc faites quand même gaffe sur l'aspect corporate, l'aspect industriel. Il y a quand même des choses qui sont qu'il faut gérer, en tout cas au niveau juridique. Voilà. Secteur public, c'est notamment la BPI, principalement. Donc là, vous êtes tous allés les voir? Non? Je suis conférencier pour la BPI, justement, dans tous les programmes dits d'excellence et de filières et d'accélérateurs. Et ils ont des dispositifs, notamment avec la crise qu'on traverse aujourd'hui. Il faut vraiment aller les voir pour décortiquer toutes les aides auxquelles vous avez besoin. À la fois des aides et puis des véhicules de financement. Parce que même pour moi, si vous voulez, aujourd'hui, c'est tellement changeant et avec un spectre tellement large que si vous n'êtes pas régulièrement en contact avec eux, vous passez à côté d'un certain nombre de solutions. Juste par rapport à la BPI, j'ai pu les contacter et en fait, leur calcul de société en difficulté diffère de celui que l'on rencontre avec les banques ou n'importe. Et ça fait qu'on peut avoir une entreprise qui soit saine d'un point de vue français, mais par contre qui soit en difficulté d'un point de vue européen. Ouais. En fait, ça bloque beaucoup. C'est-à-dire que dans leur calcul, alors je ne me rappelle plus exactement le détail, mais en gros, il s'agit de diviser par 2 l'apport effectué, donc la prime d'émission, afin de pouvoir la soustraire des pertes. Donc ça fait qu'on se retrouve avec des fonds propres négatifs par le biais de ce calcul, alors qu'à la base, ils sont positifs. Oui, mais c'est normal. Vous avez vos fonds propres. Vous allez faire des pertes prévisionnelles, par exemple.
structurellement, vous êtes bien obligé d'impacter vos fonds propres des pertes prévisionnelles pour voir ce à quoi vous allez être dans, mettons que vous clôturiez, si vous faites des pertes, évidemment. Mais si vous faites des profits, de la même façon. Là, ils vont raisonner, notamment dans le contexte actuel, j'imagine. Là, je ne connais pas spécifiquement le cas que vous évoquez, mais il va y avoir un sujet aujourd'hui où, comme la plupart des aides sont justement accordées à du concurrence des fonds propres, et qu'on a pas mal de sociétés qui vont se retrouver aujourd'hui dans des situations de perte, pas les sociétés forcément en création, puisqu'il y a pas mal de sociétés en développement qui vont avoir, à cause du Covid, un trou d'air quand même très significatif. Eh ben, ils sont obligés, si vous voulez, d'impacter les pertes prévisionnelles de 2020 dans les fonds propres 2020 prévisionnels, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Là, dans ce que je disais, justement, donc c'est totalement logique ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en gros, si on a des fonds propres de 200 000, donc avec des résultats, par exemple, de 200 ou 150 000, mais qui avaient des pertes initiales de 150 000, ça nous fait des fonds propres qui tombent à 50 000 euros. Ah oui. Et ben, en fait, avec leur calcul, ça fait un résultat ça fait que les 200 000 en fait, qui ont été potentiellement apportés par des business angels ou autres, sont divisés par 2. Ah bon? Et c'est mon conseiller en BPI, justement, qui arrive à trouver à chaque fois un petit nouveau calcul, mais qui est totalement dedans, c'est exactement ça. Et on tombe là-dedans. Donc il y a une chose à faire. Alors, je me rappelle plus exactement ce qu'on a dû faire à la dernière AG pour pouvoir épurer tout ça, enfin bon, faire les choses. Mais il faut faire, justement, il faut faire un petit montage qui permet justement de rentrer dedans. Mais on peut se faire avoir avec ça. C'est-à-dire que nous, on est totalement sain d'un point de vue français, mais d'un point de vue européen, avec ce calcul, on n'est pas dedans. Enfin, on n'était pas dedans en tout cas. Ouais, je connais pas le détail du calcul. La notion de société en difficulté, en revanche, que ce soit au niveau européen, mondial ou français, c'est qu'il faut qu'il y ait un actif disponible suffisant pour faire face aux passifs exigibles. Donc en gros, comptablement, c'est stock liquide immédiatement, créances, trésorerie, doit faire face à les dettes financières court terme, les dettes fournisseurs court terme et les dettes fiscales et sociales court terme. C'est vraiment ça. Actif et pacifique. C'est ça. Ça va être le nerf de la guerre. Après, le problème avec des gens comme la BPI, notamment sur les aides, c'est pas forcément un problème, mais c'est que il va y avoir cette condition de fonds propres. Et donc, dans vos fonds propres, c'est sûr que si vous faites 100 000 de pertes, vous avez 200 000 de capitaux propres de départ, 100 000 de pertes, boum, vous êtes fin d'année, vous serez à 100 000 de capitaux propres. Donc, l'aide de la BPI sera limitée à 100 000, là où vous étiez limité à 200 000 un an auparavant. Oui. Enfin, là, c'était vraiment sur le fait que du coup, on n'avait pas le droit à aucune aide en fait, par rapport à ça. C'est un peu là-dessus où je disais, mais c'est quand même bizarre comme calcul parce que ça divise, mais bon, ça paraissait normal, quoi. Enfin, bon, voilà. Je vois pas comment, mais je vois pas pourquoi ni comment. Ça serait intéressant d'avoir le détail parce que j'ai jamais entendu parler et en plus je comprends pas la logique de diviser la prime d'émission. Je pourrais vous l'envoyer par la suite. Comme ça, au moins, je vous enverrai les détails à la suite, par mail. Comme ça, voilà. Volontiers. Comme ça, je pourrais éventuellement, lors de la 3e séance, dire ce que j'en pense par rapport au descriptif, parce que j'avoue qu'il n'y a pas de logique, en fait. Notamment la prime d'émission. La prime d'émission, c'est ni plus ni moins la survaleur que paye un investisseur financier par rapport à la valeur comptable des titres. C'est ça. Ça voudrait dire qu'en fait, on aurait besoin, et c'est ce que j'ai dit à la BPI et ils ne savaient pas quoi dire, ça voudrait dire qu'il faudrait lever 2 fois plus que ce dont on a besoin. Alors là, expliquer ça à un investisseur, c'est compliqué, quoi. Je regarderai avec intérêt parce que je n'ai jamais entendu parler et pourtant je
Je passe ma vie avec eux en ce moment, donc D'accord, très bien. Ben, je vous enverrai tout ça. d'accord. Et puis, autre catégorie, les family office. Donc ça, vous avez dû en entendre parler, hein? Cette Non, fois, c'est pas, hein? Pardon? non, je connais pas. D'accord. Family office, donc là, c'est une nuance. Ce sont des fonds d'investissement qui viennent plus de familles d'industriels ou de personnes physiques industrielles. C'est pas l'émanation bras armés d'un groupe industriel comme Nestlé qui passe par Inventage. C'est vraiment là les familles en général qui mettent leur propre argent perso, pas l'argent du groupe, leur propre argent pour financer des projets. Donc dans votre secteur et dans votre région, il y en a un qui est très connu. Là, c'est Michel Aulas. Si. Tout à fait. Et puis, C'est qui? J'ai pas compris. Jean-Michel Aulas, ouais. Et puis, il y en a un autre, encore beaucoup plus connu, en tout cas qui pèse beaucoup plus lourd. Non, aucune idée. Norbert d'Entresangle. Norbert d'Entresangle, il a fondé un fonds d'investissement il y a déjà il y a au moins 10 ans, à mon avis. Je sais plus, là, j'essaie de me rappeler. Ouais, au moins 10 ans. 12 ans même. Je dirais entre 12 et 15. Qui est spécialisé dans vos secteurs numériques, dans les secteurs numériques, du numérique, et qui investit sur des startups en innovation et qui est géré par son fils, Pierre-Henri. Et c'est un des acteurs, justement, family office, du coup, parce que là, c'est l'argent d'Entresangle, perso, et c'est son fils qui gère ce véhicule d'investissement. Donc, si j'ai bien compris, c'est un argent personnel, mais émanant de personnes ayant déjà eu des expériences entrepreneuriales. Réussite, voilà, entrepreneuriale. Ok. Et évidemment patrimoniale, parce que sinon. Oui. Voilà. Ils sont plutôt sur quel secteur, tous les deux? Pardon? Ils sont plutôt sur quel secteur, que ce soit Olas ou Norbert d'Entresangle? Ah bah d'Entresangle, alors il a plusieurs fonds d'investissement. Mais sur la partie création d'entreprise, c'est ce que je disais, innovation. Innovation générale, quoi. Hein? Innovation générale. Non, Numérique. numérique. D'accord, pardon, ouais. Vraiment numérique pour le coup. Olas, c'est un peu plus large, mais c'est quand même très logiciel, Oui, forcément, avec ses origines, oui. voilà, avec son origine Cégide. Mais c'est un peu plus large. D'accord. Voilà, logiciel, édition, SaaS, etc. Et alors, je saisis pas la nuance avec un business angel. Bah, le business angel, il investit on va dire, c'est une personne physique beaucoup moins fortunée et qui fait ça de façon beaucoup moins industrielle. D'accord. Là, il y a vraiment un fonds qui est constitué, un véhicule qui est constitué. Je crois que le véhicule de Pierre-Henri d'Entresangle, enfin de Norbert d'Entresangle, je crois qu'il doit faire quand même 130 millions, quoi. Okay. Un business angels, une fois qu'il aura mis à titre perso 50 000 euros, ça sera déjà pas mal. Ouais. Et en plus, ça ne sera pas industrialisé, ça sera en direct. Oui, ok. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Alors après, vous avez d'autres trucs, hein. Vous avez la famille Carrefour, par exemple, qui a un fonds, si on parle que des régionaux, hein, qui a un fonds qui s'appelle Aquasursa, mais Aquasursa, c'est plutôt un fonds qui fait du capital développement, mais qui a financé beaucoup de sociétés dans le logiciel. Il y a aussi un fonds très très connu, là pour le coup, enfin assez connu, d'un entrepreneur régional, c'est Bruno Rousset. Vous connaissez Bruno Rousset, j'imagine? Non. Fondateur, créateur, ex-dirigeant du groupe April, groupe d'assurance lyonnais, qui l'a revendu et qui aujourd'hui
enfin aujourd'hui c'est même il y a presque 20 ans, avait déjà créé un fonds qui s'appelle Evolem. Evolem, c'est un fonds qui finance aussi, qui se met un peu à financer des startups d'ailleurs depuis très récemment, mais qui a toujours financé du capital développement, capital transmission. Vous avez aussi, dans une autre catégorie, je ne sais pas s'il y en a qui sont là-dedans aujourd'hui, mais un fonds comme celui géré par Jean-Claude Lavorel. Jean-Claude Lavorel, c'est l'ex-leader de l'hospitalisation à domicile en France. Et donc, lui, il investit beaucoup dans tout ce qui est hôtellerie, par exemple. Et puis, santé de façon périphérique. Voilà. Et le nom Oui. de son fonds Hein? Quel est le nom de son... LV Capital, je crois. Ok, merci. Oui, oui, vous avez vraiment un spectre assez large. Alors, c'est intéressant parce que là aussi, facialement, c'est des gens qui vous ressemblent, hein, c'est des entrepreneurs, culture entrepreneur. Bon, dans la vraie vie, ça reste, ils mettent en place des gens qui viennent des fonds d'investissement, donc ça reste quand même, voilà, des financiers. Et suivant la culture du chef d'entreprise à la tête de ces fonds, c'est plus ou moins souple, on va dire. C'est bon? Oui, merci. Allons-y. Alors, je vais passer assez vite là-dessus, mais comme c'est des bonnes nouvelles, c'est pas pour ça que je passe là-dessus, évidemment, mais je vous incite, c'est plus des éléments d'environnement, mais je vous incite à vous en imprégner. Donc quand même, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu autant de fonds levés. D'accord? Là, on parle des fonds levés. On ne parle pas des fonds investis par les fonds d'investissement. On parle des fonds qui sont levés par ces fonds, ces sociétés de gestion dont on parlait. Et donc là, on a quand même 20 milliards, 21 milliards qui ont été levés. Et donc, quand ils sont levés, il faut les investir, c'est ce qu'on disait. On a 4 ans pour les investir, 4 ans pour les désinvestir. Si ces fonds sont levés, ça veut dire qu'ils vont devoir être investis, même dans le contexte actuel. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas investis, un, il n'y aura jamais le rendement qui sera attendu, et deux, une solution qui est peut-être moins pire, mais qui est quand même pas bonne du tout, c'est de dire, bah voilà, on revient vers les souscripteurs qui nous ont fait confiance il y a 5 ans, et puis au bout de 5 ans, on dit, bah on n'a toujours pas investi, bah on va vous rendre l'argent. Mais c'est pas ce qu'attendent l'investisseur qui ont fait ça au départ, puisqu'ils tablent sur justement les rendements intéressants. Donc, si vous revenez la queue basse vis-à-vis de ces gens-là en disant, là, au bout de 5 ans, on vous rend l'argent, là, vous êtes mort, là aussi, c'est pareil. Donc, la bonne nouvelle qu'il faut retenir de ça, c'est que il y a 21 milliards d'épargne levée et que ces fonds vont devoir être investis, que ce soit coronavirus ou pas. Voilà. Et ça, dans les 4 ou 5 prochaines années. Donc, ça, c'est très, très important. Regardez cette belle courbe. Là aussi, justement, ces fonds levés. Vous voyez qu'on n'a jamais été autant. Vous vivez dans un monde qui n'a jamais existé. Et ça, c'est extraordinaire parce que on est en plus, vous voyez que les dot-com, les subprimes, la zone euro, tout ça, ça nous a fait des vagues. Hein. Ça nous a fait des sacrées vagues. Évidemment, en crise économique, on n'arrive plus à lever des fonds. Mais là, regardez ce qui se passe. On est en très légère décote. Ça veut dire que même, ça, on est premier semestre 2020, donc c'est tout neuf. Hein. Même dans le contexte actuel, on arrive à maintenir la capacité de financement des entreprises. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à souligner et d'important pour vous parce que ces fonds, ils vont aller dans le circuit économique.
Là, on parle des montants investis, donc pas des montants levés, mais des fonds investis. Donc, vous avez eu 21 milliards levés dernièrement, donc 2019. Là, sur 2019, il y a quand même eu 19 milliards d'investis, avec des taux de croissance qui sont plus que significatifs. Et vous voyez qu'on est quand même 4 fois plus que les fonds 2000. C'est incroyable la montée en puissance des investissements. Alors, ça se traduit par quoi d'ailleurs? Ça se traduit évidemment par beaucoup plus de financement disponible, mais ça se traduit aussi par des tickets d'investissement plus importants. Moi, je faisais déjà ce métier au début des années 90, milieu des années 90, on va dire. Quand on faisait une opération à l'époque de 5 millions de francs, on était le king de l'ingénierie financière. Je parle des levées de fonds en innovation. Maintenant, vous avez des levées qui font 2, 3, 5, 10 millions. Donc, vous voyez que le paysage a quand même complètement changé au bénéfice de l'accélération du potentiel des projets. Focus capital risque. Ben là, je passe assez vite aussi, mais grosso modo, vous voyez qu'on a quand même que 3% de décote entre le premier semestre 2020 et le 2019. Et puis surtout qu'on reste sur un trend plus que significatif en termes d'évolution, 40% quand même d'augmentation des investissements entre 2018 et 2019. Ce qui vous concerne ici, par contre, vous voyez d'ailleurs mécaniquement, même sur 2020, on a, on va dire, en ce qui concerne le CID, une augmentation des tickets assez significative. Alors, à ce titre-là, on n'aura pas forcément le temps de parler dans le détail de la valo, mais ça, justement, on le fera à la séance prochaine. Mais sachez une chose, un investisseur financier qui a comme stratégie d'investir 500 000 dans chaque projet, dans 10 projets. D'accord? Sa stratégie, j'investis 500 000 dans 10 projets. Enfin, j'investis 500 000 dans 10 projets, donc j'investis 5 millions répartis sur 10 projets. Il va avoir une contrainte. Sa contrainte, c'est qu'il voudra avoir plus de 20% du capital. Sinon, il ne pèsera pas suffisamment lourd au niveau du capital. Et la deuxième contrainte, c'est qu'il voudra avoir moins de 50% du capital parce que sinon, il est gestionnaire, il a des risques de requalification de gestionnaire de fait, ce qu'il ne veut surtout pas. Et il ne veut surtout pas prendre le risque éventuel d'une extension de responsabilité. Donc, en fait, le type que vous avez en face de vous, vous savez qu'il veut mettre 500 000 dans un projet. En tout cas, il aspire à mettre 500 000 dans un projet. Et vous savez qu'il veut être entre 20 et 50% du capital. Donc, ça donne quoi pour vous? Les valos? 2,5 millions. Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est Fabrice? On va minimiser sa part pour garder une dilution favorable et donc on va prendre 20% comme référence, donc ça fait x5, les 500 millions. Voilà. Il va mettre 500 000 pour 20% du capital. Ça veut dire que la valo, si j'ai 500 pour 20%, pour 100%, je vais avoir 500 divisé par 0,2. D'accord? Pour tout le monde ou pas? Je perçois quelques yeux. Oui, pour l'instant, c'est bon. Si je mets 500 et que j'ai 20%, ça veut dire que pour 100%, je vais avoir 5 fois 20%, donc je vais avoir 5 fois 500, donc 2 millions 5. Sauf que la valo, comme les 500, ils viennent en augmentation de capital.
la valo, elle sera de 2,5 millions, moins les 500 que j'ai mis, en fait, avant que je mette les 500. On reviendra là-dessus. Mais il y a bien une opération qui consiste à mettre 500 dans la boîte. Donc, ça veut dire que le jour d'avant, des 500 dans la boîte, elle vaut bien 500 de moins que le jour d'après où j'ai mis 500 dans la boîte. C'est la notion de pré-monnaie et post-monnaie qu'on évoquera tout à l'heure. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, les opérations, en tout cas, elles sont conditionnées par le ticket moyen d'investissement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par contre, vous avez compris qu'avec ce système, si j'ai un investisseur en face de moi qui met un ticket moyen, dont la stratégie est de dire, je mets 10 millions par an répartis sur 10 boîtes. Donc, j'investis un ticket moyen de 1 million par rapport à celui qui met les 500. Ben lui, il va là. Le problème, c'est, enfin, le problème, ou son problème, mais qui ne sera pas forcément le vôtre, c'est que du coup, il va être obligé de valoriser 2 fois plus. Parce que son problème sera toujours le même. Il voudra toujours entre 20 et 50% du capital. Et donc, dans un cas, bah, ça sera effectivement, s'il veut 20% du capital, ça sera des projets qui vaudront 5 millions. Moins le million qu'il a mis, ça vaudra 4 avant son entrée au capital d'1 million. Donc, votre projet, mécaniquement, en fonction de votre interlocuteur, il va dépendre du ticket d'investissement qu'il met, puisqu'il aura les mêmes contraintes. En tout cas, il y aura un cadre de valo déjà mécaniquement fixé par sa propre stratégie d'investissement. Alors, par contre, le problème, c'est que si il met des tickets de 2, évidemment, il ira sur des projets beaucoup moins risqués ou beaucoup plus avancés, d'où l'intérêt de préparer ça dans le business plan et dans le plan d'affaires. Il ira sur des trucs beaucoup plus avancés que celui qui mettra éventuellement 300 000. Mais donc, mécaniquement, les valos ne seront pas du tout les mêmes non plus. Hein. Du coup, ça veut dire que, du point de vue de l'entrepreneur, il y a des investisseurs qui ne seront pas pertinents, quoi. Ouais, complètement. Et ça s'élimine automatiquement, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi comme valorisation non plus. Ah ouais, bien sûr. En fait, il va y avoir deux choses. Justement, on revient là au nerf de la guerre. C'est-à-dire que la valo, elle dépend de votre plan de financement prévisionnel, en fait. Puisque vos comptes prévisionnels, ils vont donner des flux financiers prévisionnels qui elles-mêmes va conditionner une valeur prévisionnelle, qui elle-même donnera lieu à la valeur d'aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, sachant qu'il y a des indicateurs qui sont éliminatoires, qui sont recommandés. Oui, parce que déjà, il y a un indicateur, c'est que si dans votre plan de financement, vous mettez par exemple que vous avez besoin de 2 millions d'euros et que vous allez voir un fonds d'investissement qui met que 200 000, déjà, ça ira pas. Ouais. Donc, il faut que vous alliez voir déjà des gens qui correspondent à votre besoin financier. Et en général, plus le besoin financier est important, on va dire en général, plus la pente de croissance et l'explosivité du projet sera grosse. Parce que sinon, on ne va pas mettre énormément d'argent pour avoir un truc complètement flat. Et à l'inverse, il y a peu de cas quand même où on met 100 000 euros et où on a un truc qui explose dans des proportions gigantesques. Donc, voilà. Donc, il faut partir du potentiel du marché. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand on parlait du business plan. On part du potentiel du marché et derrière, on se dit, dans mes rêves les plus fous par rapport à ce que je peux raisonnablement gérer en termes d'investissement, si j'avais 1 million d'euros, qu'est-ce que je pourrais faire en termes d'accélération sur le marché? Hein? C'est ça le sujet. En sachant qu'après, lorsque vous êtes à votre stade de démarrage, même si vous avez 10 millions d'euros, vous ne saurez pas les investir de toute façon. Ça ne sera pas crédible. Vous n'aurez pas le temps de les investir. Vous n'aurez pas l'organisation pour les investir. Vous n'aurez pas les équipes pour les investir. Donc, vous n'avez pas besoin de 10 millions d'euros, vous voyez? Ok. Mais par contre, si vous avez déjà les équipes,
le stade d'avancement pour convaincre un investisseur, il ne faut pas se priver parce que justement, vous savez que sur 10 millions d'euros, eh ben, on va être sur 50 millions de valo. Potentiellement. Ok, merci. D'autres questions? Financement de la croissance, donc il y a plusieurs choses, hein, l'autofinancement, l'endettement et puis le renforcement des fonds propres. Donc, renforcement des fonds propres, on en a beaucoup parlé. Hein. L'autofinancement, évidemment, ça dépend de votre business model. Il y a un point clé, c'est quand même de savoir si l'autofinancement se traduit par notamment dans les domaines technologiques, le point clé, c'est quand même de dire est-ce qu'à un moment donné, cet autofinancement est suffisant pour continuer d'exister de façon durable dans mon arène concurrentielle et de continuer à maintenir mes avantages concurrentiels. Si vous êtes dans la situation d'un créateur d'entreprise en termes d'innovation, c'est que vous avez forcément des atouts à faire valoir par la concurrence. La question à se poser, la première, c'est est-ce que si j'autofinance, parce que ça peut très bien s'autofinancer, est-ce que mon rythme de déploiement sera suffisant pour maintenir dans la durée mes avantages concurrentiels, notamment au niveau technologique, mais aussi, si on prend l'exemple d'un modèle SaaS, ben, il est clair que les positions qui sont prises ne sont plus à prendre. Il y a une barrière commerciale qui se fait. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une deuxième question qui est plus philosophique, qui vous appartient complètement, c'est de dire, est-ce que j'ai envie, est-ce que je me vois plutôt comme ayant 100% d'un gâteau qui restera mécaniquement par l'autofinancement un peu modeste, entre guillemets, enfin un peu modeste, enfin qui restera de toute façon à taille plutôt humaine, ou est-ce que je prends le risque et est-ce que je mets en situation de dire que je préfère avoir au final 30% d'une beaucoup plus grosse organisation que j'aurais fait fleurir et que j'aurais développé de façon significative. C'est des mentalités et des perceptions qui sont de toute façon différentes. Et là, on retombe sur la notion de plan de financement. De toute façon, vous avez tous vos plans de financement là. A priori, tout le monde sait ce que c'est qu'un plan de financement, emploi, ressources, prix cash flow libre, tout ça. Et c'est quand même le nerf de la guerre parce que ça va matérialiser de combien j'ai besoin aujourd'hui, de combien j'ai besoin dans 3 ans, quels sont les appels de fonds que je dois faire, quelle est la création de valeur associée et quels sont les valos auxquels je peux prétendre pour être cohérent au global vis-à-vis de l'ensemble des investisseurs. Donc, l'autofinancement, ça a ses vertus. Vous continuez d'être seul maître à bord, pas d'investisseur financier pour vous casser les pieds, mais pas de moyens additionnels, effectivement, pour vous développer. Voilà. L'endettement, alors le financier que je suis va vous dire un truc absolument horrible. Endettez-vous le plus possible, au max. Avec la nuance qu'il faut rembourser quand même. Donc, endettez-vous dans l'idée quand même de rembourser. J'ai une petite question. Effectivement, j'avais entendu, enfin, de mémoire de mes cours de compta, effectivement, c'était une bonne chose et j'arrive plus à savoir pourquoi. Bah, tout simplement parce que si vous vous endettez, et sous réserve que vous remboursiez, enfin que le modèle évidemment soit viable, hein, parce que sinon c'est le dépôt de bilan. Bon. Donc, si vous vous endettez, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire appel à des fonds extérieurs. Donc, vous n'avez pas besoin de lâcher du pourcentage du capital. Donc, mettons que vous ayez besoin d'1 million d'euros. Si vous l'empruntez à la banque, mettons que vous le remboursiez 7 ans après.
vous avez bien bénéficié de cette manne d'1 million d'euros pendant 7 ans que vous avez remboursé, à des taux en plus canon, puisque là, franchement, si vous vous endettez avec les taux actuels, là aussi, vous êtes dans un univers qui a rarement existé quand même dans le monde de l'entrepreneuriat. On n'avait pas du tout les mêmes taux il y a encore même quelques années. Donc, c'est canon. Vous avez 1 million de manne financière, des taux rasibus, et puis vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre capital. Alors, ça, en plus, c'est moi qui vous dis ça, vous voyez, parce que moi qui fais de l'ouverture du capital depuis 25 ans, je vous conseille en priorité de ne pas l'ouvrir. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que sinon, si vous ne pouvez pas emprunter, ben, vous êtes obligé justement d'avoir un investisseur qui va mettre ces 1 million d'euros, mais qui va vous prendre 20% ou 30% du capital. Et donc, vous avez plutôt intérêt à avoir 1 million avec une banque à un taux canon plutôt que de faire venir un investisseur qui c'est le coût du capital qui va vous faire mal. Là. Hein? Donc, c'est une bonne chose, mais pas forcément en rythme de croisière. C'est une bonne chose là pour éviter tout de suite une dilution. Mais j'ai envie de dire, au bout d'un certain temps, ça n'a plus forcément d'intérêt. Si, tout le temps. Ok. Tout le temps, parce que tout moyen additionnel que vous pourrez financer par de la dette remboursable, évidemment, ça se fera justement en substitution par rapport à une ouverture nécessaire du capital. Et donc, vous préserverez un pourcentage plus important de votre capital. Ok. Ça fait partie de la stratégie financière qu'on présente dans le plan de financement? Ouais. Et du coup, c'est perçu comment par les investisseurs si on a besoin de compléter? Enfin, si on a besoin des deux? Ça se fait de faire les deux? Je ne sais pas. Ah oui. C'est même, vous me faites une super transition là. Pensez à solliciter les banques pour démultiplier une levée de fonds. C'est le point 4. C'est-à-dire que dès lors que vous allez dans votre plan de financement dire j'ai besoin d'1 million, eh ben, vous seriez mal avisé de ne pas aller voir les banques tout de suite. Les banques, attention, hein, les banques ne prêtent qu'aux riches. Et c'est normal parce qu'elles ne sont pas payées pour prendre des risques, justement. Et donc, la première chose à faire dès lors que vous allez lever des fonds, c'est d'aller justement voir les banques pour avoir ce qu'on appelle un effet de levier. C'est-à-dire d'avoir à la fois votre augmentation de capital et derrière les banques qui vous suivent beaucoup plus facilement que si vous êtes en situation où vous n'avez pas plus de fonds propres. Je comprends pas, j'ai cru qu'on venait de dire l'inverse, c'est-à-dire qu'il valait mieux s'endetter auprès de la banque plutôt que de faire appel à… Si vous pouvez vous éviter une augmentation de capital. D'accord. Mais dès lors que vous faites une augmentation de capital, mettons que vous ayez un projet financier avec un besoin de 2 millions. D'accord? Et vous allez voir la banque, il y a une partie des investissements qui sont OK pour financer. Avec votre capacité de remboursement, ils seraient OK aussi. Et ils vous disent, mais attendez, nous, on vous finance qu'à hauteur de 500 000. Hein. Vos 2 millions, on ne sait pas les financer. Puisqu'il y a déjà 1 million de R&D et 500 000 de marketing. Moi, je finance que le parc, enfin les investissements matériels, etc. Je ne vais pas en entendre parler. Donc la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, OK, mais vous avez un besoin de 2 millions, mais nous, on ne met que 500. Hein. Parce que les R&D, on ne sait pas financer et les investissements marketing non plus. Ok, donc ça sous-entend qu'on va devoir trouver donc les 1,5 million manquants. Ailleurs. Alors, est-ce que il n'y aurait pas un effet pervers de dire que si on trouve déjà ne serait-ce que 500 000 ou 1 million, mettons, manquant sur les 1,5 million, ils vont nous prêter plus? Ah oui. Ben, si vous renforcez vos fonds propres de 1 million, ils vont vous prêter plus que… Ils seront beaucoup plus accessibles à vous prêter plus que 500 000 du coup. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir le juste calcul pour augmenter tout juste les fonds propres pour, en gros, que la banque soit moins frileuse et nous donne le reste. Voilà. Ok. Et ça se calcule… Et grosso modo, dans tout ce qu'on peut voir depuis pas mal d'années, on va dire que dès lors que vous levez 1 million d'euros,
si vous avez des investissements qui correspondent à peu près à ce qu'une banque est capable de financer, la banque va venir à hauteur de 800 000 à 1 million. Hein. D'accord. Donc, d'une manière Sauf que ça générale, vous évite de vous diluer à hauteur de 2 millions, vous diluez seulement sur un. Hein. est-ce que ça peut être une règle, ça, de dire qu'elle abonde, enfin, elle prête à hauteur de 1, enfin, ou Ouais. c'est pas une. Ok. Ouais. Disons que c'est un truc qui s'est déjà vu, mais ça sera en général le max. Hein. Ouais. Aujourd'hui, la banque prête peut-être plus sur du matériel que Ouais. sur du marketing ou du développement. Enfin, les deux choses ne sont peut-être pas finançables de la même façon, enfin, je pense. Ouais, complètement. C'est Puisque ça. Hein. sur de la R&D ou du marketing, elles peuvent Il ne pas faut pas y compter, je pense. de garantie, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais, complètement, on est d'accord. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'elles peuvent financer. C'est pour ça que là, je vous donne des ordres de grandeur, parce que je suis obligé de faire des moyennes par rapport à tout ce que j'ai pu Oui, voir. oui, bien sûr, bien sûr. Mais il est clair qu'il y a des choses qu'elle peut financer et d'autres qu'elle ne peut pas financer. Ouais. Et donc, Ce qu'on veut dire, c'est s'il y a 2 millions de fonds 2 millions de levées de fonds, il y a 500 000 de matériel, une machine exceptionnelle. Là, la banque financera les 500 000 et la levée de fonds financera les 1,5. voilà. Ah, ouais, ok. Question pour savoir, le fonds, il ne serait pas frileux si on a un taux d'endettement important du coup? Non. Non? Là, si on marche ensemble au départ, fonds plus emprunt bancaire, ça peut le faire. Mais si au départ on part avec, on s'endette au niveau bancaire et qu'on a un taux d'endettement important, est-ce que pour une deuxième opération, est-ce que le fonds ne va pas se dire, oula, il y a un taux important d'endettement? Comme un particulier, on dit, voilà, on ne peut pas s'endetter à plus de tant de pourcents. En réalité, non, parce que ce sont justement des financiers qui savent que dès lors qu'ils sont au capital, eux aussi, ils n'ont pas envie d'être dilués inutilement. Donc, le calcul qu'ils vont faire, c'est exactement ce que je vous évoquais tout à l'heure. Ils vont regarder le plan de financement et ils vont voir, ils vont prendre votre prévisionnel, mais ça, vous devez le faire vous-même, en fait, quand vous allez vous confronter au sujet. Vous prenez votre prévisionnel et puis vous prévoyez des accidents de parcours, des pertes au feu. Donc, un scénario un peu crash, enfin pas crash, mais un scénario un peu pessimiste par rapport à vos prévisions initiales. Et vous voyez ce que vous pouvez rembourser année par année, à peu près. Et ça sera votre taux maximum d'endettement sur la base du scénario pessimiste. C'est ça qu'il faut faire comme exercice de style. Ce qui fait que si le scénario se passe à peu près comme vous l'avez imaginé, eh ben, ça sera que du bonus par rapport au remboursement. Mais il verra plutôt le financier, pour répondre très directement à votre question, il se dira, bah, j'ai quelqu'un qui va soigner la création de valeur actionnariale en utilisant au maximum ce que j'évoque ici. C'est l'effet de levier de la dette. L'effet de levier, c'est ce qui est vertueux, justement, c'est de dire qu'on peut utiliser de l'argent au travers de l'endettement, qu'on rembourse derrière. Mais la grande magie de cet argent, c'est que justement, elle ne nécessite pas que je sois dilué au travers de mon investissement. D'accord. Oui, il faudrait peut-être aller voir des choses comme BPI pour des avances remboursables ou des choses comme ça pour que ça soit optimisé au maximum. Bien sûr. Okay. Alors aujourd'hui, en plus, vous savez qu'avec les trucs Covid et tout, il y a beaucoup de prêts participatifs qui sont mis en œuvre, etc. Donc voilà, ce que je dis par là dans ces slides, c'est qu'en réalité, il y a une nécessité de travailler sur le plan de financement pour voir ce que génère l'autofinancement. Derrière, il y a un besoin financier qui se fait, et donc derrière, il faut voir ce qu'on peut financer par l'endettement le plus raisonnablement possible. Et derrière, s'il en manque, voir comment on ouvre le capital. Mais dans l'endettement et l'autofinancement, il y a évidemment tout ce que j'ai exposé lors de la première, rappelez-vous, de la première séance, on a pas mal évoqué justement les outils de la BPI, donc les avances remboursables, les prêts participatifs, dans vos projets, dans tous vos projets, le CIR qui représente quand même plus de 6 milliards. Rendez-vous compte, 6 milliards
aujourd'hui, en France, chaque année, pour le CIR, là où l'activité de l'ensemble des métiers de l'investissement représente 20, c'est énorme. Et là aussi, il n'y a pas beaucoup d'équivalents en Europe, je peux regarder. Donc, tous ces moyens-là, on va évidemment essayer de les mettre ligne à ligne pour voir ce dont on peut bénéficier au mieux. Et en dernier recours, dans le plan de financement, on fera apparaître cette fameuse ligne augmentation de capital avec le montant qui correspond pour équilibrer le plan de financement. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre question. Donc ça, c'est dans la construction du plan. Et après, dans l'ordre pratique pour aller voir les personnes, on va d'abord voir la banque ou on va d'abord voir les investisseurs? Il faut d'abord aller voir la banque. D'abord la banque, ok. Ah oui, oui. Parce que tant que vous n'êtes pas allé voir la banque, vous ne pouvez pas connaître le montant de son engagement. Ouais, ok. Alors qu'elle va pouvoir vous dire assez rapidement ce qu'elle peut financer ou pas. Donc, il faut aller voir la banque, présentant le plan de financement, lui présenter le fameux, le terme que je vous évoquais lors de notre séance qui date maintenant un peu, mais je le réutilise. Le use of funds. Le use of funds, c'est l'utilisation des fonds. C'est une des premières questions que va vous poser un investisseur. C'est quel est votre use of funds? Vous allez regarder avec des grands yeux comme ça. C'est ni plus ni moins, qu'est-ce que vous faites de mon argent le jour où je l'investis? Et le banquier, il va vous demander pareil. Donc, on disait tout à l'heure, il y a 1 million de R&D, il y a 500 000 de marketing, et puis il y a 500 000 d'investissements divers et variés finançables par la banque. Donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir ensuite justifier justement dans votre plan de financement, si vous avez cette avancée de discussion avec la banque, vous allez pouvoir justifier vis-à-vis de l'investisseur du fait que vous avez déjà justement travaillé sur le financement de ce qui relève de la partie bancaire et que vous avez déjà sécurisé en plus. Donc, là encore, on revient sur le truc psychologique. L'investisseur, psychologiquement, il se dit « Ah ouais, ce gars-là, il a déjà avancé sur ce qui peut être financé par ailleurs. Il a déjà fait un peu de CIR, de crédit d'impôt recherche. Il a déjà obtenu des aides conditionnées, même des aides conditionnées de la BPI. Mais donc, du coup, il est vachement avancé dans son process de réflexion financière, dans sa stratégie financière. » Mais là, on est dans la stratégie. Je veux profiter seul du petit gâteau. Non, Dans votre exemple des gâteaux. non, non. Parce que ce n'est pas incompatible. Si vous avez 500 000 à financer, il faut bien les trouver. De toute façon, si vous voulez rester seul, donc vous allez voir des banques, vous allez voir l'État avec le crédit d'impôt recherche et vous allez voir la BPI. En gros, une fois que vous aurez fait ça, vous ne pourrez pas faire autre chose. Par contre, ce qui est quand même le cas dans tous vos projets technologiques, ou en tout cas en démarrage, vous allez avoir peut-être 500 000 à financer, puis vous allez peut-être par une banque, ou par la BPI, ou par des aides d'avance remboursables, ou par des aides du conseil régional, ou par voilà, des interventions diverses et variées, dites non dilutives, et puis vous avez peut-être être obligé de lever 500 000 pour des choses qui ne seront pas finançables par ailleurs. Mais là, quand vous allez voir un investisseur, si vous avez un besoin d'1,5 million au global et que vous avez déjà travaillé sur justement la sécurisation bancaire des 500 000, déjà structurellement, vous savez qu'il vous reste que 1 million à trouver. Et deuxièmement, l'investisseur lui-même, il sera dans l'optique de dire le type, il tient la route quand même, parce qu'il est allé voir toutes les banques déjà pour voir combien il pouvait financer au max. Donc déjà, dans sa démarche, il est déjà dans une démarche de construction de son plan de financement au niveau opérationnel, quoi. Il minimise les risques, il peut se dire, c'est quelqu'un qui minimise les risques, c'est pas de... Et qui optimise aussi la dilution. Qui à la fois sécurise en amont, et qui du coup a une vision aussi de dire ça sert à rien de me diluer sur 1,5 million alors que j'ai besoin d'ouvrir à 1 million. Il y a les deux aspects, hyper importants.
Voilà, on a fait un bon tour de piste.